Un bain de foule ce matin près de Caen. Une sérénité affichée pour celle qui s'apprête dans 48 heures à entrer sur le ring du débat télévisé face à Emmanuel Macron. Une revanche. Non, je ne suis pas du tout dans un esprit de revanche. Moi, ce que je souhaite, si vous voulez, surtout, c'est que le débat se déroule sereinement. Donc j'espère que ce ne sera pas ce que j'entends depuis maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, d'outrances. Ah là, c'est bon. Allez. Des sourires devant les caméras. Allez, pour les gilets jaunes. Ouais, gilets jaunes. Mais en coulisses, la concentration est essentielle. Pour éviter de reproduire le naufrage du débat de 2017, Marine Le Pen va préparer cet ultime face-à-face avec quelques membres de sa garde rapprochée, comme Philippe Ollivier, son conseiller spécial. Il y aura un travail de préparation technique et politique autour du débat. Et puis Marine travaille toujours avec des fiches, elle écoute les conseillers différents, elle prend ce qu'elle a envie de prendre, elle synthétise, puis évidemment des nuits réparatrices de sommeil, voilà, parce que c'est nécessaire. Un bon candidat à la présidentielle en France, c'est un candidat qui doit se souvenir de tout. Donc il doit avoir tout en tête, tout en mémoire. Il faut surtout qu'il ne regarde rien, il faut qu'il ait l'air vraiment de... Voilà, c'est comme au bac. En fait, c'est une épreuve du baccalauréat. Je pense qu'elle est difficilement prenable sur les questions, même les plus techniques. Elle connaît parfaitement tous les dossiers. À l'Élysée, rien ne filtre de la préparation du candidat. À la manœuvre, ses plus proches conseillers, ceux du premier cercle. Alors comment se prépare Emmanuel Macron à ce rendez-vous médiatique ? En fait, Emmanuel Macron fonctionne pour ce débat comme il a fonctionné à plusieurs moments de son quinquennat. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de responsables de la majorité ou de ministres, comme par exemple Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Julien Denormandie, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, qui peuvent lui suggérer des idées, lui faire remonter des notes, mais aucun d'entre eux ne sait exactement ce qui va être retenu. C'est vraiment un choix personnel d'Emmanuel Macron de s'abreuver de différents points de vue, de différentes propositions, mais au bout du compte, c'est lui qui choisit. Il sera sur le terrain mardi, probablement en banlieue parisienne. Il y aura un conseil des ministres qui est maintenu comme chaque mercredi matin, donc quelques heures avant le débat. Surtout ne pas donner l'impression qu'il s'enferme pour préparer ce débat de façon exceptionnelle. Dans ce duel télévisé, le casting est le même qu'il y a 5 ans. Mais les images des deux candidats ont évolué. Il y a un piège à éviter, c'est pour Emmanuel Macron de paraître faux ou moins humain que Marine Le Pen, sachant que Marine Le Pen arrive avec l'image de quelqu'un qui est humanisé, sympathique, souriant sur son affiche de campagne. Emmanuel Macron est quelqu'un de buriné, qui a souffert, qui est chef de guerre et qui est dans la survirilité presque. Dans ce débat de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron va-t-il l'emporter face à Marine Le Pen comme en 2017 ? À l'époque, il avait su entraîner la candidate dans un piège, devenu bourbier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Et bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à Tout commence par une tension palpable sur le plateau. Une ambiance électrique dès le générique. Les regards, la façon dont Marine Le Pen a regardé Emmanuel Macron, dont elle l'a toisé, dont lui-même l'a regardé. Moi, j'ai essayé de détendre l'atmosphère en disant une ânerie. Je me souviens même plus laquelle, ça doit être un truc sur la température ou je sais pas quoi. J'ai fait un flop total tellement tout le monde était tendu. Avant de s'affronter en direct à la télévision, les équipes des deux candidats se sont réunies avec les directeurs des deux chaînes TF1 et France 2. Comme dans un match, il faut définir les règles, tirer au sort celui qui prendra la parole en premier et veiller à une stricte égalité de traitement entre les deux camps. Bien sûr que le fond est important et qu'on en parle, mais les négociations, c'est surtout sur le studio. Comment va-t-il être? La taille de la table, parce que c'est effectivement important, surtout dans un débat à deux, d'être à la bonne distance.
Près, mais pas trop près. Et puis, ces fameuses histoires de plan de coupe. Est-ce que le téléspectateur a le droit ou pas de voir ce que ressent la personne qui ne parle pas? Cette question des plans de coupe revient à chaque débat d'entre-deux tours. D'habitude, par convention, le téléspectateur ne voit que le candidat qui est en train de parler. En 2017, le réalisateur du débat insiste pour mettre fin à cette anomalie, héritée d'un autre temps. Il veut pouvoir montrer les réactions de celui qui écoute. À ce moment-là, le plan raconte quelque chose, parce que selon que le candidat acquiesce, ou à l'inverse qu'il ait une moue un peu dubitative sur ce qu'est en train de dire le candidat, ça donne à voir quelque chose au téléspectateur qui fait partie de l'histoire du débat. Les équipes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron finissent par tomber d'accord. Les plans d'écoute sont autorisés. Mais en coulisses, les stratèges d'Emmanuel Macron préparent un piège. Une stratégie qui vise Marine Le Pen à se rendre agressive sur le plateau. Elle se dit qu'elle va l'emporter sur lui parce qu'elle est une habituée des débats, qu'elle est une boxeuse, et que lui n'est pas réputé, en tout cas n'apparaît pas comme un boxeur, comme elle peut, elle, avec son expérience, etc., l'être. Donc elle se dit qu'elle va l'étaler. C'est logique de penser ça. Enfin, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense qu'elle pense. À partir de là, il y a deux solutions. Soit on la laisse boxer comme ça, comme une dingue, et puis voilà. Soit on fait passer le message, ou on laisse entendre que Macron va répliquer, etc., etc. Mais réfléchissons une seconde. Si on lui dit « plus tu tapes fort, plus tu lui fais du mal, plus tu vas le déstabiliser, jusqu'à même à ce qu'il jette les gants avant la fin du round », évidemment, elle se dit « là, je suis dans mon sport, donc je vais y aller à fond ». Mais on voit très bien que dans un débat présidentiel, y aller à fond, perdre son jeu de jambes, être juste dans la violence et la brutalité, c'est en fait ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on essaye de l'amener à aller au bout de sa personnalité, au bout de son style, parce qu'on est convaincu que ça n'est pas le bon style pour un débat présidentiel. Le plan de bataille est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre à exécution. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ce sera chose faite dans les coulisses de la matinale de BFM TV, la veille du débat. Emmanuel Macron va faire passer un message aux journalistes sous forme de off. On est en train de discuter avec des journalistes et donc il laisse entendre à ce moment-là qu'il pourrait quitter le plateau du débat si les choses se passent pas bien. Très vite, ce off est repris en plateau. Doivent s'affirmer. En tout cas, Emmanuel Macron menace. S'il sert de punching ball à Marine Le Pen, il indique qu'il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. Le compte Twitter de BFM TV, fort de ses 2 millions d'abonnés, reprend la même petite phrase. Macron menace. S'il sert de punching ball à Marine Le Pen, il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. 1 heure plus tard, Marine Le Pen répond directement depuis son compte Twitter. Si M. Macron ne se sent pas à l'aise, il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main. Je ne m'y opposerai pas. Le stratagème a parfaitement fonctionné. L'équipe de Marine Le Pen prend cette fuite au sérieux, au premier degré, et toute la stratégie de Marine Le Pen va être désaxée et en fait, Marine Le Pen va tomber dans le piège. C'est que de la psychologie. On dit c'est un piège. C'est pas un piège. C'est de la psychologie. C'est tout. C'est de la guerre psychologique, si vous voulez. Mais c'est que de la psychologie. Vous avez Damien Philippot, notamment, qui est le frère de Florent Philippot, qui est alors vice-président du Rassemblement national, et qui aide la candidate, notamment en faisant des études d'opinion, fait une note à la candidate en disant « Bah voilà, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut que tu sois extrêmement agressive. » Voici la note que nous nous sommes procurée. Il y est écrit noir sur blanc. L'objectif est de dégrader l'image de Macron, quitte à perdre en crédibilité. Il faut donc tout le temps être dans l'offensive. De toute façon, sur la technicité, il a plus de technicité que toi. Donc là-dessus, tu seras battu. Là, les rapports de force font que finalement, on a peu de chances de gagner au second tour. Donc, perdu pour perdu, il faut que tu sois extrêmement agressif et que tu le matraques pendant ce débat. Comment répondre à une crise de nerfs de sa part? Ce qu'on espère. Parce que notre chance,
c'est qu'ils soient poussés dans ces retranchements, ils prennent la mouche, ils se lèvent et ils partent. S'il part du plateau du débat, il montre qu'il n'est pas résistant, qu'il n'est pas capable finalement d'être chef de l'État, et du coup on peut complètement renverser l'histoire de la présidentielle. Ils étaient partisans d'une attaque dure, tout de suite de faire tomber le masque d'Emmanuel Macron. Ça fait partie des stratégies. À partir du moment où on consulte les gens, on accepte qu'ils vous disent des choses et on accepte d'en retenir un certain nombre, même si à la fin on peut s'apercevoir que c'était peut-être pas la bonne stratégie. Bonsoir à tous, c'est le coup d'envoi de notre grande soirée consacrée au débat Macron-Le Pen sur BFM TV. Ça va, on n'est pas trop portable ? Non. En coulisses, ce 3 mai 2017, certains proches de Marine Le Pen ont noté quelques signes préoccupants. Le débat du second tour, il intervient finalement dans un moment où la fatigue de la campagne se fait sentir, et Marine Le Pen a eu un agenda dans les 72 heures qui ont précédé extrêmement chargé. Le matin, je sais que je suis chez elle à 10h30, je reste même pas 1h30, je dois partir vers midi je pense. On repasse un peu en revue les fiches pour voir s'il en manque pas. En partant, j'étais pas hyper rassuré, je m'attendais pas au désastre que ça a été, hein. Mais je me disais, elle est quand même beaucoup plus stressée que d'habitude. J'étais déjà un peu inquiet de la voir arriver avec des dossiers sous le bras. C'est une méthode qui ne me paraissait pas compatible avec la finale présidentielle. Sur le plateau, le contraste entre les deux candidats est saisissant. Alors, du côté Macron, extrême concentration, 5 pages ou 4 pages, 4 feuilles à 4, 5 lignes, truc écrit par lui-même manifestement. Il rajoute, il a son stylo. Et puis côté Marine Le Pen, des dossiers un peu, comment dire, pas super bien organisés. Où elle ouvre ses trucs, il y a des coupures de presse, il y a des trucs qui ont été passés au stabilo boss. Et à plusieurs moments, on la voit qui cherche. Moi, je ne me suis pas inquiété les 5-10 premières minutes. Je me suis dit, elle est très punchy. Attention de ne pas tomber dans l'agressivité. Je me dis, mais c'est une technique. Elle a décidé de le mettre un peu KO tout de suite. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes. Et ensuite, elle va aller, elle, sur ses problématiques, sur son programme qu'elle va dérouler. Mais quand Marine Le Pen s'en mêle les pinceaux entre les dossiers SFR et Alstom, Emmanuel Macron la reprend de voler. Madame Le Pen, il n'y a aucun problème. vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, ça, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. La force d'Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est qu'il est très serein, très respectueux, et qu'il montre toutes les limites du raisonnement. J'allais dire de la pensée, mais ce n'en est pas une, du raisonnement de Marine Le Pen. Et comme elle ne connaît pas ses dossiers, elle s'embrouille. Il voit bien les points faibles de son opposante. Il entend bien, évidemment, les exploiter. Je me souviens notamment que lorsqu'on prépare ce débat, il dit à un moment « Je pense que sur l'euro, on va avoir droit à un grand moment ». On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi croquignolet. Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Marine Le Pen s'enlise sous les yeux de ses proches, qui prennent, eux, la mesure du désastre. J'ai vu que Marine Le Pen avait perdu un peu le contrôle de la situation et je l'ai infiniment regretté. On a tout cumulé dans ce débat, tout s'est passé comme ça. À la fois, elle a perdu son calme, perdu ses moyens, perdu le fil de ce qu'elle voulait dire. Enfin, c'était horrible, vraiment c'était horrible. En régie, ça se tend. La question des plans d'écoute ressurgit. La charte signée avec le CSA précise qu'ils doivent être utilisés avec parcimonie. Et le conseiller de Marine Le Pen, Sébastien Chenu, y veille.
Et à un moment donné, pendant qu'elle parlait, elle tournait des pages de ses dossiers. Moi, je l'ai montré parce que je pensais que de montrer le cadrage plus serré n'amènerait pas cette vision qu'aurait le téléspectateur de comprendre ce qu'elle manipulait sur la table. Et donc, j'ai élargi un peu le plan. Et à ce moment-là, Sébastien Chenu m'a demandé de resserrer ou d'éviter les dossiers. Monsieur Macron, Madame Le Pen. Ça en fait des millions de Français. Les Françaises et les que Français vous avez méprisés. Une tension qui va crescendo sur le plateau, jusqu'à ce moment surréaliste. Et là, à un moment donné, elle vrille et elle se retourne vers nous. Et là, elle commence à nous regarder. Et je me dis, c'est bizarre comment la façon de parler. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez, le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux. C'est une politique rompue à l'exercice. C'est une excellente oratrice. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, normal par rapport à ce qu'elle est d'habitude. J'ai pensé qu'au bout d'un moment, elle en avait marre. Voilà. Et que Marine Le Pen, elle est assez bonne, en général, mais sur des formats un peu courts. C'est-à-dire qu'elle est... Parce qu'elle est très politique. Mais je pense qu'elle était épuisée, qu'elle a senti qu'elle avait perdu pied sur 2 ou 3 dossiers techniques, et que ça s'est accumulé, et qu'à un moment donné, elle est partie ailleurs. Alors, qui sont donc ces envahisseurs que mime Marine Le Pen ? Dans sa loge, décomposée, Florian Philippot est peut-être l'un des seuls à avoir compris. Je sais qu'elle fait référence à un petit bout de vidéo d'Emmanuel Macron qui, en meeting, avait stigmatisé ses électeurs à elle. Ils sont là. Ce sont eux, nos vrais ennemis. Puissants, organisés, habiles, déterminés. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes. Marine Le Pen avait voulu faire un pastiche. Le problème, c'est que vous parlez là à votre microcosme. Je me suis dit, c'est pas compréhensible. Ça va être détourné sur les réseaux sociaux tout de suite. Et même, c'est une faute d'avoir fait ça. Ça n'est pas normal qu'elle ne se soit pas rendue compte que ça n'était pas compréhensible par le plus grand nombre. En régie, l'équipe d'Emmanuel Macron est satisfaite. C'est Sylvain Faure qui regarde en fait sur les écrans le débat qui est en train de se passer et il explose de rire et il dit « on a réussi, on a réussi, on a fait changer de stratégie l'adversaire ». On se dit que c'est gagné. Vite, elle fait exactement ce qu'on attendait. Exactement. Au-delà de nos espérances. De son côté, l'ancien vice-président du Front National cherche alors à limiter la casse. C'est-à-dire que dans la convention, il était écrit que le débat devait durer 2 heures. Or moi, je faisais le calcul que chaque seconde nous coûtait des voix. Et à mon avis, au bout de 2 heures et demie, Marine Le Pen n'allait pas reprendre le dessus, c'était trop tard. Donc je suis passé, j'ai le droit de le faire, je suis passé dans la loge du CSA et j'ai demandé à ce que la convention soit respectée et à ce qu'on arrête, à ce qu'on aille plus vite, en tout cas vers la conclusion du débat. À la sortie du plateau, Marine Le Pen rejoint son camp, restée en coulisses. Elle arrive, elle comprend, peut-être parce qu'elle voit aussi des regards. Nous sommes des gens qui l'accompagnent depuis longtemps, nous connaissons bien. Elle voit que l'enthousiasme n'est pas exceptionnel et elle comprend que ça n'a pas fonctionné exactement comme ça devait fonctionner. Et puis, on se dit, il y a un temps pour tout, on va la laisser souffler, partir. Elle retrouve des militants au siège. Nous, les heures passent, on s'aperçoit que le traitement réseaux sociaux et médiatiques est effectivement très rude. Louis Alliot se sera chargé, parce qu'il est le compagnon de Marine Le Pen dans sa vie, sera chargé de lui dire, dans l'intimité de leur relation, voilà ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Mais je crois qu'elle l'avait, les heures passant, elle l'avait compris toute seule. Ça a été certainement un des échecs qu'elle a ressenti comme le plus cruellement, j'en suis convaincu. Un champion du monde de ski peut très bien se tordre la cheville dans une épreuve, dans une finale de championnat. Ça n'enlève pas sa valeur personnelle. Ce sont des choses qui arrivent et malheureusement, c'est arrivé à Marine Le Pen en finale présidentielle, ce qui était vraiment gênant. À l'issue, Marine Le Pen se serait enfermée un week-end entier
pour écouter et lire toutes les critiques sur ce débat raté. Son entourage évoquera ensuite une migraine ophtalmique. 5 ans plus tard, c'est au même endroit, dans ces studios de la Plaine Saint-Denis, que va se jouer le match retour. Quelques noms de réalisateurs ont été proposés par TF1 et France 2 aux 2 candidats, dont celui de Tristan Carnet qui avait œuvré pour le débat de 2017. Mais il n'a pas été retenu. Il y a peut-être une question de superstition. Marine Le Pen avait mal vécu le débat de 2017. Est-ce qu'elle a envie d'avoir des balles neuves et un entourage différent? C'est une possibilité. Et puis, il y a la question des plans d'écoute, dont on sait que, après coup, elle avait donné quelques interviews en disant qu'elle avait mal vécu, non pas les plans d'écoute, mais le fait qu'on en parle un peu à la dernière minute, ce qui n'était pas forcément le cas. Et donc, c'est peut-être aussi une des raisons, mais je ne peux pas le confirmer. C'est lui, Didier Frely, qui a été choisi. Ancien militaire, officier de réserve, un réalisateur télé qui signe les plus grosses émissions de prime time. Il a aussi été le réalisateur conseil de Nicolas Sarkozy lors du débat de 2007 face à Ségolène Royal. C'est débat le retour. Ça me fait penser au Rocky, etc. C'est un peu ça. On sent bien qu'il y a de l'envie, une certaine émulation, de l'excitation, de la crainte. Enfin, tout y est. Toutes les émotions sont en train de bouillir dans la casserole. Là. Moi, je vais faire comme en cuisine. Je vais faire light et sans assaisonnement. Dans le studio 5 sont déjà installées 23 caméras sur 1000 mètres carrés. Un nouveau décor pour cette grand-messe télévisuelle. Dans le décor, les 2 candidats se font face. Il y a bien sûr 2 journalistes, mais les journalistes sont à un desk et les 2 candidats sont à un desk. Chacun leur petit bureau et pas une grande table. Et le dispositif est inversé en matière de caméra, ce qui fait que tant que les journalistes n'interviennent pas, on ne voit que Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou Marine Le Pen, Emmanuel Macron, puisque ce sera un tirage au sort. Combien de distance entre ces 2 desks? 2,50 m. Entre les 2 candidats, pas entre les 2 desks. La charte, les règles du jeu seront signées mardi par les 2 candidats, dans un esprit de stricte égalité. Les plans de coupe seront comptabilisés. Donc je peux très bien en passer 100 et 100, comme 10 et 10, tout dépend. Il y en a un qui parle, je reste sur lui. Et j'espère que ça sera validé, il y aura des plans de coupe, mais qui seront saupoudrés. Ce ne sera pas la pêche aux réactions, ça sera de temps en temps, parce qu'on est là pour mettre en valeur le fond qui exprime chaque candidat. Plusieurs jours de discussion, de la température de la climatisation, 19 degrés sur le plateau, jusqu'au choix des présentateurs. Ce sera Gilles Boulot pour TF1, Léa Salamé pour France 2, et non pas Anne-Sophie Lapix, récusée par les 2 camps. Alors Marine Le Pen n'aime pas Anne-Sophie Lapix, elle ne s'en cache pas, en privé d'ailleurs parfois limite de façon caricaturale et ridicule. Il y a un exemple très précis récent où Anne-Sophie Lapix était dans l'axe de la caméra de Marine Le Pen et Marine Le Pen raconte que la présentatrice pendant toute l'émission faisait des grimaces, levait les yeux au ciel et donc elle n'aime pas l'attitude d'Anne-Sophie Lapix. Emmanuel Macron c'est différent, c'est plutôt la ligne éditoriale du journal de France 2 qu'il trouve trop pessimiste, finalement trop critique sur l'action du gouvernement. C'est ça qu'il conteste en choisissant de ne pas retenir Anne-Sophie Lapix pour ce débat. On est certainement l'une des démocraties les plus archaïques en matière de débat télévisé. Les hommes politiques choisissent les journalistes qu'ils veulent, c'est hallucinant, c'est le seul pays je pense, la seule démocratie au monde où on fait ça comme ça. Enfin, c'est très très vieillot, quoi. C'est à l'image un peu de notre monarchie républicaine. Une émission de 2 heures, avec moins de thèmes pour avoir le temps de développer, à la demande des candidats. 30% des électeurs affirment aujourd'hui se déterminer après ce duel télévisé.